Bonjour, mon nom est Benoît Poliquin. Je suis le fondateur et l'un des gestionnaires de portefeuille chez Exponent Investment Management et vous visionnez le visuel de la revue du troisième trimestre 2025. Trois choses qu'on va couvrir pendant la vidéo. La première chose qu'on va regarder, grande nouvelle si on veut, de manchette, c'est le prix de l'or. Donc, on voit ici la grosse flambée des prix. C'est vraiment une croissance parabolique qu'on a vue depuis environ les 3 dernières années. Au début ici là, de 2020, en fait, donc c'est presque 5 ans. Mais le prix ici a connu son plus bas et dans les 3 dernières années, on a vu une flambée tout à fait faramineuse, des prix en deçà de 2000 $ l'once et on a terminé, ici c'est le prix à la fin du mois d'août. Mes données malheureusement sont un peu en retard et on sait qu'on a terminé le 30 septembre 2025 avec un prix par once de tout près de 3 900 $. Donc, on a vraiment eu une grosse flambée. Et quand on regarde l'historique depuis 1960, c'est super difficile de faire de l'argent avec l'or. Donc, on a toujours cette grande flambée. Et là, on recule environ 50%. Et il n'y a rien qui se passe pendant 10, 15, 20 ans. On a une grosse flambée, un recul, une autre flambée. Et là, il y a un petit recul plus calme, si on veut, et une autre flambée. La question se pose, c'est quoi qui a causé cette grande flambée depuis 2020? Alors, il y a trois hypothèses, ou deux hypothèses, devrais-je dire. La première, c'est l'espèce d'augmentation de la devise américaine en circulation. Ça, c'est une des premières hypothèses. L'autre aussi, c'est que le dollar américain perd de sa dominance et donc devrait par conséquent perdre, les investisseurs devront se sortir du dollar américain. Donc, on va regarder ça ensemble, si c'est vrai ou non, si ça explique la flambée. Donc, c'est sûr que si on voit une grande flambée comme ça, on devrait avoir l'inverse de la médaille. Donc, on va regarder si c'est le cas. Donc, c'est un peu la même histoire pour le Bitcoin. On voit ici une flambée du Bitcoin qui a vraiment pris depuis 2022, même 2020, là, on a vu une flambée tout à fait faramineuse du Bitcoin. Encore là, c'est difficile. On voit une flambée, un recul, une flambée, un recul, et là, on a une autre flambée. Si on revient alors, la raison pourquoi il y a ces gros reculs-là, c'est que les gisements dans les mines d'or, les orfèvres, ils ont un prix de production. Et quand on augmente le prix au marché, ben il y a il y a plus de volume de minerais qui maintenant est rentable à extraire. Donc, on voit cette flambée et là, les mines s'activent parce qu'ils ont un nouveau prix. Et là, il y a il y a plus d'onces qui se rendent au marché. Il y a une plus grosse production d'or. Et donc, ça prend peut-être 3 à 5 ans et c'est vraiment comme une horloge. On a toujours un recul à mesure que les nouveaux gisements deviennent rentables. Si on revient à une des raisons, c'est le dollar américain qui perd de sa dominance. Peut-être c'est vrai, mais si on regarde avec une échelle, si on retourne les 5 dernières années, ce qu'on regarde ici, c'est l'indice du dollar. Donc, une devise, c'est toujours exprimé par rapport à une autre devise. Donc, le DXY, le dollar index, ça s'exprime par rapport à un panier de d'autres devises. Donc, on a 57% en euros, on a du yen japonais, du dollar canadien, de dollar australien, dollar kiwi, donc et du franc suisse. C'est les grosses composantes de l'indice, si on veut. Donc, on voit ici que depuis 2016, on est à peu près au même niveau, là, de 3-4% du niveau. Mais c'est vrai qu'on a eu cette flambée du dollar américain entre 2021 et vers la fin de 2022. Il faut se rappeler que cette flambée-là a largement été causée par le fait que les Américains ou la Fed américaine a augmenté ses taux d'intérêt de façon importante, passé de 0 à 5%. Et vers la fin de 2022, les États-Unis étaient la juridiction avec les taux d'intérêt les plus élevés. Donc, c'est clair qu'il va y avoir du capital qui va être attiré vers ces taux d'intérêt-là alléchants. Et à mesure que les taux d'intérêt américains ont baissé, on a vu un recul, si on veut, une sortie de fonds. À mesure que les taux d'intérêt baissaient, les capitaux étrangers ont sorti des États-Unis. Donc, mais là, on regarde à 5 ans, il n'y a rien ici qui indique que c'est un gros problème au niveau de la demande du dollar américain, mais c'est vrai que depuis les 3 dernières années,
on a eu une baisse quand même importante. Mais on passe d'un sommet ici presque inusité. Maintenant, on va regarder le pourquoi. Donc, certains investisseurs vont dire, on les voit tous à la télévision, ils vont nous dire, ben, le dollar américain déprécie ou va déprécier et donc on doit se réfugier dans l'orfèvre ou le Bitcoin parce que il y a plus d'argent en circulation dans dans l'économie américaine. Donc, c'est vrai, si on regarde le M2, qui est un indice monétaire qui calcule l'argent ou les devises en circulation dans l'économie américaine. Depuis 2017, pourquoi j'ai choisi 2017? Ben, M. Trump, la première administration, est venue au pouvoir, si on veut, à la fin janvier 2017. Donc, l'administration Trump est souvent accusée d'être la raison pourquoi il y a plus de dollars en circulation. C'est vrai qu'il y a une augmentation depuis 2017 de 68% du M2 et on a vu un gros saut ici là, depuis 2020 et il a tendance à reculer en 2022 et 2023 et elle semble revenir à son sommet qu'on a vu à la fin 2022. Un autre argument anti-dollar américain, c'est l'augmentation de la dette américaine. C'est tout à fait vrai. Depuis la même date, le 2017, la dette américaine a augmenté de 88%. Donc, c'est quand même dans 8 ans, là, on a presque fini la 8e année. C'est une augmentation d'environ 10% par année. Ici, on voit l'augmentation pendant la période COVID. Cependant, la croissance de l'économie américaine a quand même été remarquable depuis 2017. Donc, on a une augmentation de 60%, point de vue nominal, entre 2017 et la fin de 2025. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a plus de dollars en circulation, mais quand on a une augmentation presque identique en termes de l'augmentation de l'indice de production de l'économie américaine, ben c'est clair qu'une économie qui a une croissance de 60%, ben c'est sûr qu'il va y avoir plus de devises en circulation. C'est tout à fait normal. Donc, c'est nébuleux, je peux dire, de blâmer soit le fardeau d'endettement ou le niveau de devises en circulation quand on a une économie qui a vraiment vu un gros taux de croissance. Et pour le fun, j'ai juste voulu comparer la croissance. J'étais curieux de savoir la comparaison de la croissance de l'économie américaine depuis 2017 aussi. Et on voit depuis 2017 une croissance d'à peu près un tiers de celle qui est arrivée aux États-Unis. Donc, c'est intéressant. Notre plus grand partenaire d'affaires a eu une croissance de 60%. Théoriquement, on aurait dû suivre ou avoir au moins la même tendance, mais c'est pas le cas. On a eu à peu près un tiers de la croissance. Donc, et je vous dirais qu'on a eu une encore plus grosse croissance du fardeau d'endettement des gouvernements. Donc, c'est à suivre. C'est pas d'hier cette léthargie économique-là ici au Canada. L'autre chose, la grosse manchette, on a parlé d'intelligence artificielle. On en parle depuis ChatGPT est sorti en novembre 2022. Et depuis ce temps-là, on en parle de plus en plus. On parle ici j'ai sorti juste les manchettes entre le 1er octobre et le 15 octobre. Le Wall Street Journal, ces manchettes-là viennent du Wall Street Journal. Et ils ont même leur propre section maintenant sur l'intelligence artificielle. Et c'est une de leurs sections les plus visitées. Donc ici, on remarque toutes sortes de gros investissements. On parle de grosses sommes, plusieurs milliards de dollars à la fois. Mais on parle aussi souvent de bulles de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'on est comme en 1999 ou on est comme en 1996, la dernière bulle? Est-ce qu'on est en 2003, la bulle immobilière, elle débute, ou 2005, ou est-ce qu'on est en 2007? Donc, l'histoire nous le dira. Peu importe ce qui arrive, il y a certainement une vélocité de capital vers le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai voulu faire le ménage un peu puis essayer d'expliquer l'espèce d'environnement de l'intelligence artificielle. Donc, ce que j'ai essayé de créer, donc, quand on parle
intelligence artificielle, il y a deux pôles. Il y a un pôle physique, c'est-à-dire les centres d'information, les ordinateurs, l'utilisation d'énergie, et il y a l'aspect de logiciel. Ici, j'ai l'environnement de OpenAI, ChatGPT, et entre les deux, on a deux étapes, on a deux étages. La première étage, en anglais, on les appelle les hyperscalers. Ce sont en fait les entreprises qui prennent l'intelligence artificielle et en créent des produits. Donc, on parle ici évidemment de ChatGPT, mais on peut aussi parler de Microsoft qui utilise ou licencie l'intelligence artificielle que OpenAI crée pour les mettre dans leur propre produit. Meta fait la même chose. Oracle vient de signer une entente pour faire la même chose. Et Amazon aussi. Évidemment, ça veut dire pourquoi Amazon? Mais ils essaient de rendre leurs opérations de plus en plus efficaces en utilisant l'intelligence artificielle. Donc ici, on parle de sommes faramineuses, 500 milliards ou billions en termes de valeur pour OpenAI, Microsoft, c'est des grosses sommes qu'ils investissent. On parle ici de Google. L'autre est Meta, Oracle, Amazon. Il y en a d'autres, là, mais j'essaie juste de créer un espèce d'environnement pour que tout le monde comprenne qu'il y a comme trois plures, si on veut, à un environnement d'intelligence artificielle. La plure physique, si on veut, qu'on le voit beaucoup moins, ce sont évidemment les silicones, ce qu'on appelle les chipsets. Il y en a deux sortes. Il y en a ce qu'on appelle des CPU et des GPU. Donc, soit de l'aspect graphique, où est-ce que NVIDIA et AMD sont capables de créer des puces qui aident à faire des calculs répétitifs, et Intel qui fait des CPU et aussi qui est ce qu'on appelle une fonderie, c'est-à-dire il y a qu'une seule grosse compagnie qui est capable de construire ces chips. Là, NVIDIA et AMD, et la compagnie s'appelle Taiwan Semiconductors. Elle devrait être ici, là, mais je voulais vous présenter quelque chose de quand même assez simple. Donc, l'idée, c'est que construire ces chips-là, c'est très coûteux et il y a juste, dans le fond, deux fournisseurs. Là. Il y a primordial, le dominant, comme je vous dis, c'est Taiwan Semi. Il y a Intel, il y a Samsung, il y en a d'autres. Mais ensuite, on remonte vers l'infrastructure physique. Et là, il y a toutes sortes de relations entre les différentes compagnies. Donc, il y a des ententes entre Microsoft et Intel, entre Amazon et Intel. Et donc, c'est vraiment un environnement fermé. Donc, quand on parle de bulles, non seulement on parle des sommes faramineuses et la question se pose, comment est-ce que tous ces investissements-là vont devenir rentables? Mais la deuxième question, c'est s'il arrivait un pépin soit à une de ces grosses entreprises-là ou à un de ces niveaux-là, ben, étant donné l'interconnectivité de tous ces différents joueurs-là, ben, tout le monde en souffrirait. Donc, si quelqu'un attrape la pneumonie, tout le monde l'attrape un peu plus tard. Donc, ça, c'est vraiment les deux inquiétudes. La rentabilité des investissements, puis la deuxième, c'est si ça va mal, comment vite et comment loin ça va se propager. La dernière chose qu'on va couvrir est-ce que les marchés sont surévalués? Bon, une des façons de regarder ça, c'est de dire, bon, ben, les marchés, on va regarder ici, là, si on s'entend que le bas du marché de la dernière poussée, c'était le 23 mars 2020, le marché américain, le S&P 500, est en hausse de 232% depuis ce temps-là. Quand même assez important. Ce qui est intéressant de reconnaître, par contre, c'est que les Magnificent Seven, les 7 plus grosses compagnies dans cet indice-là, sont en hausse de 727%. Donc, ce rendement-là dépend de ces 7 compagnies-là et les 493 autres compagnies ont vraiment eu un rendement négatif. Donc, outre ces 7 compagnies-là, c'était quand même assez difficile de faire de l'argent dans l'indice américain. Est-ce qu'il est surévalué juste parce qu'on a une poussée? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a un marché surévalué. C'est-à-dire, si les prix augmentent de 232% et les bénéfices par action de ces actions-là augmenteraient de 400%, mais on pourrait même dire que même malgré la poussée, le marché est sous-évalué. Donc, on va regarder la poussée.
Donc, on crée un indice artificiel de 100 et on se rend à 323. C'est littéralement le même graphique représenté à partir d'un indice. Et on va comparer ce même indice-là par rapport à la croissance des actions de ce même indice-là de S&P 500. La conclusion, c'est que la poussée a été à peu près 2 tiers de ce qui s'est passé dans les prix. Donc, au point de vue valorisation, le S&P 500 est à peu près 33% plus cher qu'il était dans le creux de la vague en mars 2020. C'est tout à fait logique parce que le creux de la vague, on pensait tous que l'économie allait reculer. Donc, c'est difficile de comparer. Quand on fait une comparaison entre 2 points, il faut aussi constituer le contexte et majorer la comparaison. Donc, est-ce que le marché est plus cher qu'il était en mars 2020? Absolument. Est-ce que c'est valide? On est sans conclusion. La dernière façon de regarder si le marché est surévalué, c'est du point de vue technique. Donc, ce qu'on peut voir ici, ce que j'essaie de vous montrer, c'est le cours boursier du S&P 500 depuis 2005. Donc, les 10 dernières années, les 20 années, pardon. Et la ligne bleue, si on s'approche un petit peu, là, on peut regarder, il y a une ligne bleue. Donc, cette ligne bleue-là, c'est la moyenne des 200 jours du prix du S&P 500 au préalable. Donc, si on parle le 1er janvier 2011, ici, le cours de l'action était pas loin de 1500 ou 1400, devrais-je dire, à peu près ici. Mais l'indice ici était 8% plus bas. Donc, la moyenne des 200 jours était 8% plus bas. Donc, ce que j'essaie de vous démontrer ici, c'est qu'il y a 10 périodes depuis les 20 dernières années où est-ce que le marché est au-dessus de sa moyenne de 10% ou plus. Plusieurs investisseurs vont dire 10% au-dessus de la moyenne, ça commence à ressembler à un marché surévalué qui a monté trop vite, trop rapidement. Trop loin, trop rapidement, devrais-je dire. Donc, cependant, c'est pas parce que le marché a monté que ça va redescendre nécessairement de façon tellement importante qu'il faut prendre des profits tout de suite. C'est ça la difficulté. Est-ce que c'est un indice qui est fiable? Donc, depuis 20 ans, le marché est en hausse est en haut de sa moyenne de 10% ou plus. C'est arrivé 10 fois. On est à la 10e instance. Et 5 fois sur 10, le marché a reculé de plus de 10% quand c'est arrivé. Donc, une fois ici, le marché recule de 20%. Une autre fois ici, le marché recule de 30%. C'est COVID. On peut se poser la question si c'est valide comme échantillonnage. Mais parfois, le marché ne fait que revenir à sa moyenne. Donc, une perte de 10% au moins. Donc, 4 fois sur 10, le marché ne fait que revenir à sa moyenne et continue de monter en flèche. Donc, c'est pas un indice qui est fiable. C'est vrai que le marché a monté en flèche depuis avril 2025 et est en hausse de sa moyenne de 200 jours. Mais ça ne veut pas dire que le marché est prêt à reculer. Ça prend plus d'effets déclencheurs. C'est tout ce que j'avais pour vous ce trimestre-ci. On a parlé de l'or, on a parlé de l'intelligence artificielle et on a parlé on s'est posé la question à savoir si le marché était surévalué. Merci d'avoir visionné. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à en faire part à cette adresse courriel ci-bas. Merci et bonne journée.